enregistrement. Voilà, c'est parti, on est en direct. Bonjour à chacune, bienvenue dans cette masterclass Créer des accompagnements qui transforment vraiment. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, puis je suis vraiment touchée de savoir que vous êtes aussi nombreuses et que le sujet vous intéresse, le sujet vous titille. Alors juste, ok, Fatou, ça marche. Juste, je te coupais le micro parce qu'aujourd'hui on est sans micro, mais on peut communiquer via le chat. Voilà, alors il y a encore du bruit. Alors, je vois que c'est Astrid, pareil. Hop. Voilà. Je vous coupe le micro, hein, c'est pas, c'est pas sympa, mais c'est juste voilà, pour pas qu'il y ait d'interférence. Donc aujourd'hui, rappel un petit peu de la thématique. Cette masterclass, donc, elle s'adresse aux personnes qui, peut-être comme vous, je pense, hop, je dois couper encore un micro, qui, comme vous, accompagnez les autres. Peut-être que vous êtes sophrologue, thérapeute, coach ou bien même travailleur social. Et puis, donc, vous accompagnez les personnes et peut-être que vous êtes confronté à des limites, à des résistances, à des blocages chez les personnes que vous accompagnez. C'est très fréquent, ça fait tout à fait partie du travail d'accompagnement. Et je voudrais vous présenter du coup cette approche, la méthode ESPER, qui permet vraiment de lever beaucoup de résistances, beaucoup de blocages et d'aller beaucoup plus en profondeur et rapidement dans nos accompagnements. Alors, du coup, c'est Sophie, hein, je crois que tu es en webcam. Est-ce que tu peux couper ta webcam, s'il te plaît? Parce qu'on n'est pas... C'est enregistré, ça va être diffusé. Et voilà, c'est tout. Hein, je veux pas... Alors que je te trouve. Tu peux enlever la webcam? Est-ce que je peux l'enlever, moi? Ouais, je peux pas, sinon je vais... Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc, bienvenue à chacune. Je vous propose de mettre dans le chat, justement, un petit peu vous présenter qui vous êtes, votre prénom, votre métier et qu'est-ce que vous aimeriez transformer, vous, dans vos accompagnements? Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans les accompagnements que vous faites et qu'est-ce que vous aimeriez transformer? Je vous laisse mettre dans le chat, commencer pour vous. Voilà, moi ça m'intéresse aussi de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes coach, thérapeute, sophrologue, travailleur social ou rien de tout ça? Et peut-être vous êtes venu par curiosité. Je vous laisse me mettre un petit peu ça dans le chat. Et donc moi, de mon côté, bien sûr, je vais me présenter aussi et puis je vais vous présenter la méthode ESPER et vous montrer à quel point elle peut transformer vos accompagnements. Voilà, je vous laisse mettre ça dans le chat. Alors oui, bonjour Isabelle. Voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce que vous aimeriez transformer dans vos façons d'accompagner les autres? Tout le monde a bien vu où était le chat? Je pense. J'ai eu pas mal de messages déjà. Ah, Julie, t'as mis pouce en bas. Ah, ça va pas? Ou tu t'es trompé ou tu trouves pas le chat? Normalement, ça doit être sur la gauche de votre écran. Ah oui, toi, tu es avec ton téléphone. Alors, je ne sais pas où ça se passe sur l'écran de ton téléphone. Essaye de cliquer un petit peu. Ça doit être marqué message ou discussion publique. Alors, oui, Isabelle, tu es baobiologue et tu accompagnes des personnes atteintes de pathologies chroniques en agissant sur l'habitat, pas toujours simple. Waouh, ouais. Nous, on se connaît. Ouais, super, super métier, super mission. Ok, super. Pas toujours simple. Alors, est-ce que tu peux dire, Isabelle, qu'est-ce qui est pas simple du coup dans tes accompagnements? À quoi tu te heurtes justement? Julie, tu as trouvé le chat. Yes. Astrid, reconversion professionnelle, 4 enfants,
depuis longtemps, tu t'intéresses à ce métier, t'aimes donner des conseils par rapport à la parentalité et te renseigner par rapport à ça. Oui, alors du coup, Astrid, alors que je précise bien pour tout le monde, effectivement, donc moi, vous me connaissez peut-être, je forme des accompagnants en parentalité, je forme des coachs parentaux. Et dans la formation de coach parental, je transmets la méthode ESPER dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais vous parler que de la méthode ESPER, pas que sur la parentalité, dans tous les champs de l'accompagnement. Et puis, je vais vous présenter une autre formation que la formation de coach parental et une formation à la méthode ESPER cette fois. Voilà, pas confondre. Mais j'ai aussi une formation de coaching parental. Ok. Donc, mais donc Astrid, si tu es intéressée par la formation de coach parental, là, la masterclass sur la méthode ESPER, ça me permettra de voir ce que c'est que cet outil que je transmets aussi dans la formation de coach parental. Et puis, tu pourras venir me voir ensuite si tu as des questions sur plus précisément le coaching parental. Oui, Julie, infirmière de formation, accompagnante périnatale. Ok. Ok, Carole, coach bénévole dans une association qui accompagne des femmes en recherche d'emploi. Ok. Tu es là par curiosité, toujours envie de s'améliorer. Ok, génial. Ok, Julie, tu es infirmière. Florence, accompagnante, coach en parentalité, accueillante en lieu d'accueil enfants-parents. Ok. Tu aimerais aller plus loin au niveau de l'aide relationnelle que tu peux proposer aux parents. Ok. Isabelle, les gens ont des idées reçues, des habitudes dont ils n'arrivent pas à se défaire. Exactement, tout à fait. Les gens sont là avec leur système de croyances, leurs habitudes de vie, des fois qu'ils ont héritées depuis très longtemps. Ils n'arrivent pas forcément à s'en défaire. Il y a des blocages et donc, comment défaire ces blocages? Ouais. Amandine, tu es éducatrice de jeunes enfants, directrice de microcrèche, aussi en formation de coach parental. Ce que tu aimerais transformer, c'est l'accompagnement que tu proposes aux professionnels qui sont auprès des enfants. Faire alliance, motiver simplement, sans avoir l'impression de te trahir en tant que personne. D'accord. Ok. Ok. Atoun, tu es sophrologue, coach parental, étudiante depuis quelques mois en psychanalyse. Oh. La méthode ESPER, je ne cesse de la pratiquer depuis ma formation avec Anaïs. Oui, la difficulté particulière, c'est souvent dans un coaching parental, les parents qui effectivement constatent l'impact de leur communication et que finalement tellement découragés parce qu'ils ne cessent de se concentrer que sur le négatif, dur de les encourager à voir le côté positif qu'ils ont pourtant prouvé plusieurs fois. D'accord. Bien entendu, certaines sont transformées et ça me fait tellement plaisir. Ok, super, merci à tous. Salomé, éducatrice à ton compte. Tu as débuté la formation, tu l'as pas terminée et tu es déterminée à aller jusqu'au bout cette fois. Donc toi aussi, Salomé, tu parles de la formation de coach parental. Ok. Donc là, que ce soit bien clair, là on va parler de la méthode ESPER de façon plus générale. Ok, super, merci pour vos retours. Donc oui, on a quand même un public bien ciblé quand même de professionnels qui accompagnent de façon générale les autres. Ok. Et Fatou, donc, tu es aide-soignante de profession, depuis 1 an et demi, écoutante au 115, t'orientes les personnes à la rue sur des places d'hébergement d'urgence. Il t'arrive quelquefois d'avoir des difficultés à mettre des barrières sur certaines situations. Ouais, je sais à quel point c'est prenant. Hein. Gaëlle, manageuse dans le social, dépasser les dénis, refus d'aide et également le non-questionnement sur soi, responsabilisation. Ouais. Oui, ce qui m'amène à dire que de façon générale déjà, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Je sais que vous le savez, mais c'est quand même bon de le rappeler parce que des fois, nous avons quand même notre côté sauveur qui prend le dessus. Quelqu'un qui ne veut pas d'aide, on peut pas l'aider en fait. Hein. C'est tout ce que vous allez mettre en place, ça va pas pouvoir fonctionner. C'est pour ça que dans les formations que je propose, on travaille toujours sur la demande, bien sûr, l'objectif, pour pouvoir travailler à partir de ce que veut la personne et non pas à partir de notre propre désir de changer l'autre. Françoise, tu es parentale, tu veux accompagner des parents qui sont débordés par une vie rapide et les aider à transformer leur vie de parents. Ok, super. Bon, merci pour tous vos retours. Je suis très heureuse de voir que voilà, vous êtes concernés par l'accompagnement. Alors, oui, tac, il y a quelqu'un qui a levé la main, je crois que c'est Aurélie. Tu peux mettre un message dans le chat, Aurélie. Peut-être tu vois pas le chat. Si quelqu'un est sur mobile également, n'hésitez pas à dire où est-ce que vous avez trouvé le chat. Ah bah non, c'est pas possible. Enfin si vous me le mettez, je pourrais le communiquer aux autres. Voilà, si vous pouvez dire où est-ce qu'est le chat sur votre mobile, comme ça je dis pour tout le monde, s'il y en a qui ont du mal à trouver. Ok, je vais avancer du coup un peu, rentrer dans le vif du sujet. Donc,
Comme je vous le disais, dans nos métiers, on s'épuise parfois parce qu'on est frustré par des accompagnements qui n'avancent pas assez vite. Et des fois, Julie, merci, il faut cliquer en haut à gauche sur Masterclass. Les personnes qui sont sur mobile, qui ne trouvent pas le chat, il faut cliquer en haut à gauche sur Masterclass. Merci beaucoup, Julie. Donc, des fois, vous accompagnez les autres et vous vous épuisez, vous êtes frustré parce que ça avance pas assez vite, parce que les gens ne veulent pas changer, entre guillemets, ne veulent pas, ne peuvent pas. Il y a la résistance au changement, on est tous confrontés à ça. Et souvent, par rapport à ça, nous, on fait beaucoup de blabla. On essaye finalement presque de convaincre l'autre, et là, c'est vraiment la dernière chose à faire. C'est pas en expliquant les choses et en convaincant les personnes, ça, on est au niveau du mental, qu'on va les aider à changer. Souvent d'ailleurs, les personnes qu'on accompagne, elles ont conscience des problèmes. Je ne sais pas si vous avez souvent eu ce cas, mais moi je l'ai souvent, c'est que les gens qui viennent me voir, souvent ils savent déjà quel est le problème. Je vous donne un exemple, ça va être une femme qui a un problème de dépendance affective et elle sait que ça vient de la relation par exemple qu'elle avait avec son père. Elle a eu un manque paternel par exemple et elle sait très bien analyser ça, que ça vient de là. Mais comprendre nos problèmes, comprendre d'où viennent nos problèmes, pour autant ne suffit pas à les résoudre, ne suffit pas à faire autrement. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment agir avec la méthode ESPER. Donc, les gens comprennent qu'ils ont eu des soucis dans leur... Alors, je dis ça, c'est pas pour minimiser l'importance de la compréhension. C'est souvent important parce qu'on est quand même des êtres avec un mental puissant et on a quand même besoin de comprendre les choses. On est des personnes intelligentes. Donc, on a besoin de comprendre pourquoi on a des problèmes. Mais c'est pas suffisant. C'est nécessaire, on va dire souvent, mais c'est pas suffisant. Donc, pareil, autre exemple, les gens qui ont, par exemple, des problèmes de santé, ils savent que ça vient du fait qu'ils se respectent pas, par exemple, dans leur travail et qu'ils sont complètement épuisés, qu'ils sont peut-être en burn-out, mais ils savent toujours pas comment se positionner, comment dire non, comment mettre des limites. Ils n'ont pas appris à faire ça, ils savent pas le faire. Et c'est pas parce qu'ils ont compris que leur problème vient de là que ça va les résoudre. Est-ce que ça vous arrive à vous d'avoir cette impression-là? Déjà, peut-être ça vous arrive à vous personnellement. Des fois, on sait d'où vient le problème, d'où vient le blocage, mais on n'arrive pas à le résoudre pour autant. Est-ce que vous êtes confronté à ça? Dites-moi dans le chat. Pour vous, les personnes que vous accompagnez. Oh que oui, dit Amandine. Ok, ça vous parle alors. Pour moi, c'est vraiment la base. C'est vraiment les choses qu'on rencontre, je trouve, au quotidien dans nos accompagnements. Oh oui, très souvent, dit Françoise. En plus, quand les gens viennent nous consulter, c'est parce qu'ils ont conscience quand même qu'il y a un problème. Donc souvent, ils sont intelligents, ils ont analysé déjà. Enfin, en tout cas, moi, je vois dans ma clientèle ou ma patientèle, selon comment on l'appelle, c'est les gens, ils savent un peu d'où viennent leurs problèmes, la plupart du temps, je dirais. Donc, il y a cette fameuse résistance au changement. Atoun, tu dis oui, souvent, il vient en disant directement mon problème, c'est ça. Voilà. Alors, bon, des fois, à prendre avec des pincettes, des fois, la personne, elle dit mon problème, c'est ça. Et en fait, le problème, il est complètement ailleurs. D'accord, ça se déplace. Mais des fois, la personne, elle sait bien quel est le problème et pourtant, elle n'a toujours pas réussi à changer. Ouais, des fois, c'est complètement l'inverse. Ouais, on est d'accord. Ok. Ouais, donc ça vous parle. Alors, il y a une chose aussi, c'est que, en fin de compte, on estime que 80% des problématiques qui sont rencontrées par nos patients ou par nos clients, selon comment vous les appelez, elles sont relationnelles. La plupart du temps, les gens nous consultent pour des problèmes relationnels. Problèmes de couple, problèmes, alors si vous êtes coach parental, problème dans la relation parent-enfant, problèmes au travail, problèmes avec leurs propres parents. C'est souvent des histoires relationnelles quand même. Et quand c'est pas le relationnel présent actuel, c'est le relationnel du passé qui résonne encore au présent et qui fait encore souffrir au présent. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors selon le métier que vous faites, vous allez donner un soin, donner des informations, donner peut-être des conseils, permettre à la personne de se détendre, d'aller mieux au niveau émotionnel, mais finalement les problématiques relationnelles, elles sont pas toujours réglées et elles continuent à générer de la souffrance. Et là, on n'est plus sur un problème forcément psychologique, mais plutôt sur un problème relationnel.
C'est vraiment très prégnant. Je ne sais pas si aussi vous faites ce constat dans vos pratiques, mais les gens, c'est normal, on est des êtres de relation. Nos difficultés, elles apparaissent au contact des autres, en fait. ou dans la relation à soi, mais souvent dans la relation à l'autre, quand même. Donc, vous pouvez me dire aussi si vous constatez aussi que voilà, la plupart des problématiques sont relationnelles dans nos pratiques. Et donc, ça m'amène à parler du concept de santé relationnelle. On ne parle pas souvent de la santé relationnelle, on parle de la santé physique, maintenant un peu plus de la santé mentale, de la santé émotionnelle, psychologique, mais on parle peu de la santé de nos relations. Hein, ça, c'est un concept de la méthode ESPER. Nos relations sont vivantes, en fait, et donc elles ont une santé, d'accord? Comme une plante, comme un organisme vivant, les relations sont vivantes, et donc nous avons une santé de nos relations. Et quand nos relations ne vont pas bien, quand elles sont en mauvaise santé, quand elles sont même carrément toxiques, elles peuvent même nous empoisonner, eh bien nous allons mal, en fait. Il y a un impact majeur de la santé de nos relations sur notre santé physique, psychique, émotionnelle. Ça va, ça? Vous êtes en accord avec ça? On voit bien comment il suffit qu'une seule de nos relations aille mal. Prenons la relation conjugale ou la relation avec nos enfants ou la relation avec nos parents. Il suffit qu'une seule de ces relations-là, relations proches, bien sûr, familiales, intimes, aille mal pour que nous soyons déprimés, pour que nous soyons hyper stressés, mal. Oui, vous me dites oui, ouais. Et on le sait, hein, donc nous-mêmes, à titre personnel. Et ça, pareil, c'est pas tant un problème psychologique, ce sont des problématiques relationnelles. Donc, ce à quoi je veux vous amener là, c'est à réfléchir au fait que nous avons besoin d'apporter des réponses en fait aux personnes qui vivent des problématiques dans leurs relations et qui en souffrent. Donc, alors, la plupart, vous me connaissez, mais je vais juste me représenter un peu peut-être différemment. Aujourd'hui, c'est que, donc moi, je suis donc Anaïs Vert, je suis psychopraticienne, je me suis spécialisée en parentalité, donc je suis coach parental et je suis formatrice, donc je forme des personnes. Alors, je forme beaucoup sur la santé mentale, je forme beaucoup sur tout ce qui est violence conjugale, violence faite aux femmes, violence sexuelle. Et puis, je forme des accompagnants en parentalité et je forme à la méthode ESPER. Je me suis formée à plein d'outils, ça fait maintenant presque je sais, ouais, au moins 15 ans que je suis lancée, que j'ai créé mon activité. Je me suis formée à d'autres outils que la méthode ESPER, mais mon outil de base, mon outil de cœur et l'outil auquel je reviens tout le temps, c'est la méthode ESPER. Même 15 ans après, je reviens toujours à cet outil-là. J'ai fait une formation qui a duré 4 ans en méthode ESPER, c'est vraiment mon outil de cœur, mon outil de base. Ça m'a changé ma vie à moi, ma pratique, et ça a transformé complètement ma façon d'envisager l'accompagnement aux autres. Je suis membre de l'Institut ESPER International. J'ai été membre du conseil d'administration aussi de cet institut. Moi, la méthode ESPER, ça m'a changé la vie parce que j'étais quelqu'un de très empathique, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, d'hypersensible. Je savais pas dire non, je prenais toutes les émotions des autres pour moi, je me culpabilisais dès que je disais quelque chose et que l'autre en face le prenait mal. J'avais aussi un côté sauveur, évidemment, très développé. Bref, j'étais un petit peu à fleur de peau. J'avais plein de blessures parce que j'ai vécu des choses assez, comment dire, impactantes, on va dire, dans ma vie, dans mon enfance. Et donc, quand j'ai découvert la méthode ESPER, c'était via un livre de Jacques Salomé. J'ai tout de suite su, en fait, quand j'ai fait connaissance avec cette approche, c'est comme un coup de foudre, quoi, avec l'approche, avec la méthode. Je me suis dit que, ça m'aidait tellement et c'était ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais intégrer, mais je savais tout de suite que je voulais accompagner les autres avec cet outil. Ce qui a été hyper important pour moi, c'est de découvrir à quel point il était possible de changer sa vie finalement presque à chaque instant. Qu'en fait, je pouvais décider de me prendre la responsabilité de tout ce qui m'arrive à chaque instant. Ça a été hyper puissant pour moi. Souvent, ça paraît un peu
un peu lourd, cette histoire-là de responsabilisation. Ah ouais, j'ai des responsabilités et tout. Mais en fait, c'est surtout la possibilité de transformer les choses qui nous sont arrivées, qui pour moi a été hyper puissante. De découvrir que finalement, quoi qu'il me soit arrivé, ben, ma vie, finalement, je pouvais de toute façon la recréer. Ça dépendait que de moi. Je suis pas responsable de tout ce qui m'est arrivé, mais je suis responsable aujourd'hui de ce que j'en fais. Voilà. Donc ça, pour moi, ça a tout changé. Ça a été la fin, on va dire la fin de la victimisation, même si des fois il y a des petits relents quand même, parce qu'on n'est pas parfait et qu'on a tous des zones d'ombre évidemment. Donc, mais en gros, c'est ça. La méthode ESPER, pour moi, c'est la fin de la victimisation, de l'auto-culpabilisation, d'arrêter de prendre pour moi des choses qui se passent pour l'autre. Et donc ça change tout le jeu de la vie finalement. Donc rien n'était plus comme avant. C'est la fin du coup aussi des relations toxiques, des relations où on se respecte pas, des situations où on se respecte pas. Et donc on avance pas à pas avec ça. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est des idées, là, ce que je vous transmets, c'est des idées qui sont hyper puissantes, qu'on a envie d'incarner et de transmettre en thérapie, mais que parfois on a du mal à transmettre parce qu'on vous sentez bien que ça peut pas être que des mots. Il faut que ça vibre à l'intérieur de nous, il faut pouvoir l'incarner et il faut pouvoir le montrer. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la méthode ESPER, c'est qu'à la fois ce que je vous dis là, c'est à la fois profond, puissant, transformateur, mais en même temps, dans la méthode ESPER, ce sont des choses simples qu'on va montrer, très simples. Ça permet des transformations profondes, mais quelquefois juste en quelques minutes. Voilà. Voilà comment je voulais me présenter aujourd'hui, déjà, pour vous. Hop, je passe à la diapo suivante. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode ESPER dont je vous rabats les oreilles depuis tout à l'heure? N'hésitez pas à me poser vos questions aussi dans le chat si besoin. Alors, la méthode ESPER, donc ESPER, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle. J'aime pas trop le mot méthode, mais c'est le mot que Jacques Salomé a adopté. J'aime pas trop le mot méthode, mais c'est plutôt une approche. Et au-delà d'une approche, c'est plus une éthique de la relation. D'accord? C'est pas une méthode en mode vous faites A plus B et ça donne un résultat C. C'est pas vraiment comme ça. C'est plus une philosophie de vie. C'est plus une éthique, mais avec des outils très concrets, très clairs. Donc Jacques Salomé, c'est un psychosociologue, donc il a écrit plus d'une soixantaine de livres. Et donc, il a mis en place, il a beaucoup accompagné de personnes et il a mis en place cette pédagogie de la communication qui a à la fois des concepts, des outils et des règles d'hygiène relationnelle. Je vais vous faire une petite démonstration juste après. Il y a des concepts donc très puissants comme la responsabilisation, des outils dont on va parler comme l'écharpe relationnelle, et puis des règles d'hygiène relationnelle du type « j'apprends à parler de moi à l'autre plutôt que de parler sur l'autre », par exemple. Donc, c'est une pédagogie de la communication avec des règles très claires. Alors, Isabelle, tu demandes pourquoi le mot écologie relationnelle? Parce qu'on va parler de vivant et de système relationnel. D'accord? Et il y a l'idée aussi que, comme dans la nature, en fait, il n'y a rien qui se perd, mais tout se transforme. Et que donc, on va voir que on peut recevoir des messages. Qu'est-ce qu'on en fait? On parle aussi de pollution relationnelle. Qu'est-ce que je fais avec les messages que je reçois et qui sont pas bons pour moi? Donc, on a des démarches symboliques par rapport à ça. Voilà pourquoi le mot écologie relationnelle. Rien ne se perd, tout se transforme. Qu'est-ce que je fais avec ce qui circule? Et toute relation, alors je sais que c'est pas très beau, mais toute relation, nous dit Jacques Salomé, produit des déchets, c'est-à-dire des choses qu'on reçoit ou qu'on produit et qui sont pas bonnes pour la relation et comment on peut transformer ça. Donc, c'est une pédagogie avec des règles très claires de communication, mais en même temps, c'est aussi un apprentissage de la découverte de soi-même, de la conscience de soi-même pour être en relation avec l'autre. Donc, c'est à la fois très simple et très profond. Et ce que j'adore, moi, c'est que ça s'adapte à chacun, ça s'adapte à tous les publics. D'accord? Moi, je travaille avec des gens qui, des fois, ont fait des années de thérapie, de psychanalyse, etc. Donc, on les sort, là, eux, ça les aide parce que ça les sort du mental, on rentre dans quelque chose de hyper concret et où on se raconte pas on se raconte pas d'histoire, finalement. On est dans le concret. Et puis, ça convient aussi à des publics. Moi, j'interviens des fois dans des centres sociaux avec vraiment des personnes, qui sont parfois vraiment très abîmées par la vie. Et il n'y a pas besoin d'être un grand intellectuel et d'avoir fait des années d'études pour comprendre ce dont on parle là. Alors là, je m'adresse à vous. Donc, je prends des mots
parfois, comment dire, que j'utiliserai pas forcément avec tout public parce que je m'adresse plutôt à des professionnels. Mais en fait, les outils de la méthode, vous allez voir, ils s'adaptent vraiment à toute personne qui vient vous voir. D'ailleurs, les personnes qui ont fait la formation de coaching parental avec moi, vous mettez en place la méthode ESPER dans vos accompagnements et vous voyez bien que les parents, ils prennent en fait, ils reçoivent, ils comprennent bien parce que c'est simple. Moi, j'aime bien les choses qui sont simples. Ok, donc il y a plusieurs piliers dont je vais vous parler maintenant. Alors, il y a deux outils qui changent tout pour moi par rapport aux autres approches, d'accord. Je veux pas, c'est pas pour comparer, pour dire méthode ESPER c'est mieux. Enfin, c'est vraiment pas mon propos parce que chaque approche est bonne, d'accord, et qu'il en faut pour tout le monde, et que une seule approche ne répond pas à tout, d'accord. Mais ceci étant, il y a deux outils pour moi qui changent tout et que je ne retrouve pas dans d'autres approches, donc je vous les donne. C'est la visualisation externe. Ça, c'est une technique d'impact, un outil qu'on utilise en méthode ESPER qui consiste à montrer ce dont on parle. Je vais vous montrer tout à l'heure une petite démonstration. Donc, on utilise des objets pour montrer une situation. Donc, soit que l'accompagnant choisit pour montrer, soit qu'on propose encore mieux à la personne de choisir pour montrer une situation. Donc, une technique qui permet de sortir du mental et tout de suite d'être au cœur de la problématique. Et c'est comme ça qu'on a des déclics hyper puissants. Quand on est dans les mots, on est dans les histoires qu'on se raconte. La personne, elle vous dit des choses. D'ailleurs, quand on visualise, on est obligé de concrétiser, c'est ça qui est top. Souvent, quand les personnes, elles nous parlent, elles vont dire oui, moi j'ai tel problème, j'ai un problème avec la nourriture, j'ai ceci. Et en fait, souvent, c'est pas très concret. Alors que quand on visualise, on va dire ah ben voilà, racontez-moi ce qui s'est passé et montrez-moi avec des objets. Ça permet de sortir du mental et d'être tout de suite dans le concret. Oui, Atoun, tu témoignes, elles sont extraordinaires, vraiment très puissantes. Oui, ces deux techniques, ces deux outils-là sont hyper puissants. Bon, la méthode ESPER, il y a plein de choses, mais en tout cas, les deux outils, pour moi, qui différencient vraiment des autres approches, c'est ça. Donc, visualiser. Donc, on utilise des objets. Alors, des objets quand on est en individuel avec les gens. Et quand vous venez en stage, par exemple, les personnes qui sont venues en stage avec moi, quand on fait des stages méthode ESPER, là, on est 8, 10, alors ça dépend des groupes. Mais en tout cas, là, on peut utiliser les personnes pour visualiser. Donc, on peut faire travailler une personne sur sa relation, par exemple, avec sa mère. Et donc, elle va choisir une personne qui représente sa mère. On va mettre une écharpe pour représenter la relation. Donc, on va travailler en visualisant avec les personnes. Mais quand vous êtes en individuel, en coaching, par exemple, en séance de thérapie individuelle, vous n'allez pas appeler le voisinage pour utiliser des gens pour visualiser. Donc, on utilise là des petits objets donc que on apprend à faire, à mettre, comment dire, à vous faire une petite trousse d'objets pour pouvoir, pas petite d'ailleurs, vous pouvez avoir plein d'objets comme ça laisse le choix aux personnes. Voilà. Donc ça, c'est la visualisation externe. Ça permet de montrer, de sortir du mental et de montrer ce dont on parle et d'avoir des déclics puissants de prise de conscience. La deuxième technique, le deuxième outil qui change aussi tout et qui fait que la méthode ESPER, même si elle n'est pas une thérapie, ça c'est important, la méthode ESPER n'est pas une approche thérapeutique en tant que telle, c'est plutôt un outil de changement, mais les démarches symboliques, elles, ont des vertus thérapeutique, je peux le dire, d'accord, c'est-à-dire que ça permet vraiment à la personne de faire la paix avec son histoire. C'est quoi une démarche symbolique? C'est une démarche qu'on va proposer à la personne de faire dans le concret, pareil. Alors, ça peut être en écrivant une lettre, en symbolisant avec un objet, en brûlant une croyance. Il y a plein de démarches symboliques. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, je vous enverrai, j'ai un petit e-book Transformer votre vie avec les démarches symboliques. Ça va vous donner un aperçu, une initiation aux démarches symboliques, c'est hyper puissant. Donc, une démarche symbolique, ça peut être par exemple se libérer d'une croyance qui nous impacte aujourd'hui, qui n'est plus bonne pour soi. Vous savez, on construit nos croyances quand on est enfant, ado et même adulte. Ça nous sert à interpréter, à lire le monde. Donc, ça nous donne une sécurité, c'est important. Et puis, parfois, nos croyances, elles sont toxiques. Je pense notamment, il y a par exemple des femmes qui ont la croyance que les hommes sont violents et dangereux. Okay, parce qu'elles ont eu l'expérience, quand elles étaient enfants, par exemple, elles ont grandi dans un milieu où il y avait de la violence conjugale. Et donc, elles ont gardé cette croyance-là en elles. Voilà, parce que leur père était violent, elles pensent que les hommes, parce que l'enfant
il analyse le monde à travers le prisme de ses parents, donc c'est avec ça qu'il va lire le monde, donc il va aller dans le monde en pensant que tous les hommes sont dangereux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on a une croyance, ça conditionne notre regard sur la réalité, et la réalité va venir confirmer la croyance. Et donc, la croyance va se renforcer. Comme je pense que les hommes sont dangereux, je rencontre des hommes violents et dangereux, et donc ça renforce ma croyance. Et donc, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui est non violent. Or, il y en a, bien sûr. Il y en a plein. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Donc, une fois qu'on a identifié la croyance, il y a tout un travail d'identification de la croyance à faire. Et après, il y a un travail de renonciation à cette croyance. D'accord? Donc ça, on a une démarche symbolique pour ça, pour renoncer à une croyance. C'est quelque chose qu'on propose à la personne de faire, mais réellement, c'est pas dans sa tête. C'est vraiment, il va falloir noter la croyance, il va falloir peut-être la porter dans un sac à dos avec des pierres, ou il va falloir l'accrocher chez soi, et jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'on la détruise consciemment. Voilà, donc c'est des choses qu'on voyait très concrètes, qui changent la donne, qui changent les règles du jeu, parce que la personne, elle passe à l'action. Elle fait quelque chose pour se libérer de quelque chose qui n'est plus bon pour elle. Ça va? Est-ce que c'est clair tout ça? Vous voyez comment on passe de j'ai conscience du problème, mais j'arrive pas à changer, à je fais quelque chose pour sortir de ma problématique. C'est-à-dire, on est vraiment au cœur de la responsabilisation. Et ce qui est génial là-dedans, du coup, en tant qu'accompagnant, c'est que vous n'avez pas à tout porter tout seul. D'accord? Le travail d'accompagnement, c'est un travail qu'on fait ensemble, main dans la main. C'est un travail où on co-construit. Et donc, la personne a sa part à faire. C'est bien à elle de renoncer à ça. C'est pas vous qui allez l'en libérer. Vous voyez, on sort aussi du côté, on est tout puissant, on est sauveur. C'est on accompagne la personne à mettre en lumière, à conscientiser, et on lui donne une direction, une proposition pour se libérer. Alors Isabelle, tu demandes qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a une croyance toxique dont il n'a pas conscience? La première chose, on ne peut pas se libérer de quelque chose dont on n'a pas conscience, ça je ne crois pas. Donc la première chose, c'est d'aider la personne à conscientiser. Donc ça aussi, on a des outils en méthode expert par rapport à ça, d'accord? Notamment de comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de communication, par exemple les faits, les ressentis, les pensées, pour faire simple, et donc distinguer par exemple ce qui relève des faits et ce qui relève de la pensée. Et petit à petit, si on a conscience que la pensée est différente du fait, par exemple, je prends le premier truc qui me vient à l'esprit. J'ai raté mon plat. D'accord? Je préparais le repas, j'ai brûlé le truc, j'ai raté la recette. Ça, c'est un fait, peut-être. Ok? Encore que, on pourrait dire, raté, il y a un peu un jugement. Mais bref, ça s'est pas passé comme prévu par rapport à la recette. Bon. Ça, c'est un fait. Et après, il y a l'histoire que je me raconte autour, ça, c'est la pensée. Qu'est-ce que je me raconte? Je me raconte peut-être, je suis vraiment nulle. Ça, c'est une pensée, c'est une croyance. Ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est j'ai raté une recette. Et ce que je me raconte, la pensée, je peux le changer. Donc, c'est déjà, tu vois, Isabelle, aider la personne, ça, c'est vraiment un outil que je donne. Alors, pour simplifier l'outil, moi, je dis, il y a les faits et les pensées. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans la boîte des faits? Et on peut vraiment faire des vraies boîtes. Qu'est-ce que vous mettez dans la boîte des faits? J'ai raté mon gâteau. Et dans la boîte des pensées, je suis nulle. Ok, et là on peut dire, ok, donc est-ce que forcément parce qu'on a raté un gâteau, on est nul, d'où ça vient cette pensée, et donc là on peut commencer à voir que ça vient d'une croyance, de peut-être quelque chose que la personne elle entendait quand elle était enfant, qu'on lui a répété, tu feras jamais rien dans ta vie, t'es nul, enfin voilà, et faire ces reliances-là pour permettre ensuite des démarches symboliques par rapport à ça. C'est un exemple, je ne sais pas si ça te parle Isabelle, mais c'est un exemple pour déjà séparer les faits des pensées pour pouvoir questionner les pensées. On ne peut pas changer les faits. Je peux refaire mon gâteau, bien sûr, dans mon exemple, mais je ne peux pas revenir en arrière et faire que ce soit pas brûlé. C'est pas possible. Par contre, je peux me raconter une autre histoire. Je peux me raconter, ok, c'est pas grave, j'ai droit à l'erreur. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. J'ai pris vraiment un exemple ras des pâquerettes. Voilà, j'espère que c'est clair, sinon n'hésite pas.
Alors, je voulais vous donner du coup des petits exemples. Bah, déjà là, on a un exemple que j'avais pas prévu, mais qui est très bien. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer ça. En visio, c'est toujours un peu plus challengeant. Donc déjà, il y a par exemple, on peut montrer, et ça ne passe pas par juste des mots et des discours, c'est montrer la différence sentiment-relation. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui souffrent de dépendance affective, par exemple, ou qui souffrent de ne pas arriver à dire non à leurs enfants aussi. Parce que, et ça, il y a vraiment un concept qui explique ça, c'est la confusion entre les sentiments et la relation. Alors, je vous le montre, parce que je ne sais pas si ça vous parle. Hop, par exemple, tenez, on va prendre un couple. C'est vrai que je parle toujours des relations parents-enfants, mais là, on change. Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez ce que je fais? J'ai pris mes Playmobil. Les Playmobil, c'est pas mal pour visualiser. Ça fait donc des bonhommes. Donc, vous voyez, j'ai mis, donc, on va dire, un couple, donc l'homme, la femme, et la relation qu'il y a entre eux. En méthode Esper, on représente la relation par une écharpe entre des personnes ou un ruban quand on fait avec des objets. Donc, c'est l'outil écharpe relationnelle qui nous montre que la relation, même si elle n'est pas dans nos vies, là, comme ça, c'est le lien qui nous relie à l'autre. Et cela permet de montrer que chacun tient un bout de la relation. On est toujours trois dans une relation. Il y a moi, l'autre et la relation qui est entre nous. D'accord ? Et donc, ça m'amène à la différence entre sentiment et relation. Les sentiments, ils sont par exemple à l'intérieur de cette femme. Je les mets du côté de la femme. Voilà, ça y est, ça commence à se casser la figure. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est ces sentiments d'amour. Et vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la relation qui est là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je peux avoir des sentiments très forts pour quelqu'un et avoir une relation complètement conflictuelle avec lui, voire une relation toxique, où il y a des choses, des paroles terribles qui circulent. OK? Où il y a des paroles, des messages dévalorisants, par exemple, qui circulent. D'accord? Ce sont deux choses différentes. Or, souvent, dans les relations toxiques, dans les problématiques de dépendance affective, mais aussi dans les relations par-enfant, on confond tout. On dit des choses du type « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Si tu m'aimais vraiment, tu aurais pensé à moi pour la Saint-Valentin. Ou tu viendrais avec moi voir ma mère tous les week-ends. » Confusion, sentiment, relation. L'amour ne peut pas être le prétexte à des choses qui se passent dans la relation. Est-ce que ça vous parle, ça? Ça, c'est hyper important si on veut sortir des relations toxiques. Et donc, ça permet de retrouver de la liberté dans la relation. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit lui imposer des choses. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit tout supporter. Okay, donc déjà, par rapport aux situations de violence conjugale, par rapport aux situations aussi des problématiques parentales où le parent, si je dis non à mon enfant, il va mal le prendre, il va plus m'aimer. Ça n'a rien à voir. Vous aimez votre enfant, ok, ça bouge pas. En fait, l'amour, il bouge pas. L'amour, il est là. Alors, dans le couple, l'amour, il peut bouger dans le sens où des fois, ça arrive qu'on n'aime plus, ou que l'amour, il change de nature. Mais on va dire, par exemple, l'amour parental, il bouge pas. D'accord? Mais même l'amour conjugal, il fait pas comme ça dans la journée, il varie pas. D'accord? Donc, l'amour, il est là, mais on peut, par contre, avoir de l'amour et puis avoir parfois de la colère par rapport à certains comportements. Donc, Amandine, tu demandes, est-ce qu'on peut se guérir soi-même avec la méthode et pouvoir accompagner ensuite? Alors, oui. Alors, je sais pas ce que tu appelles guérir, mais en tout cas, oui. De toute façon, la méthode Esper, c'est une méthode qu'on ne peut pas transmettre si on ne l'a pas intégrée. Et tout mon apprentissage, moi, la formation que je vais vous présenter là après, c'est une formation où vous allez travailler sur vous. Vous allez cheminer. D'accord? On ne peut pas accompagner l'autre si on n'a pas fait ce chemin-là. Parce qu'en fait, ça nécessite beaucoup d'être intègre, d'être authentique, d'être congruent, ce qu'on appelle la congruence, d'accord? C'est-à-dire vraiment être en résonance. Alors, il n'y a pas de perfection, hein, d'accord, pour personne, hein, moi y compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fait le chemin. On l'a déjà fait, on les a déjà pratiqué les démarches symboliques, on la pratique la méthode Esper, et c'est pour ça qu'on peut accompagner les autres sur ce chemin. Donc oui, est-ce qu'on peut guérir soi-même et pouvoir accompagner ensuite? C'est même la base, on va dire. C'est même dans cet ordre-là que ça se fait. Alors, je prends un autre exemple. Ok, voilà maintenant, on va dire cette maman
Oula, qui est tombé. Alors, oh là là. Hop. La maman avec son enfant, ok. Et puis son enfant, bah, il n'a pas des bonnes notes, ok. Il a des mauvaises notes, ok. Il a des notes en dessous de la moyenne. Ça, c'est les notes. Et parfois, en tant que parent, le parent confond l'enfant et ses notes. Donc, il ne voit plus. Vous voyez, je mets les notes devant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je mets les notes devant l'enfant pour montrer, par exemple, si je suis en entretien avec un parent, que là, la maman, elle ne voit plus que les notes, elle voit plus son enfant. Et donc, on va l'inviter à pas confondre l'enfant et ses notes, à pas confondre l'enfant et son comportement, par exemple. Donc, ça va se traduire donc en visualisation et ça va permettre aux parents, par exemple, de communiquer autrement. De dire, par exemple, d'inviter le parent à parler de lui, par exemple, de son inquiétude. Ça, c'est l'inquiétude de cette maman par rapport aux notes de son enfant. Quand je vois tes résultats scolaires, je m'inquiète et je voudrais qu'on en parle, par exemple. Plutôt que de dire, tu es nul, ça, c'est quand je confonds mon enfant et son comportement. D'accord? Donc, mais vous voyez bien que ça, enfin, j'espère que le message passe bien, que ça, il suffit pas de le dire. Arrêtez de confondre votre enfant et ses notes. Non, on le montre. Là, vous voyez plus que ça, vous voyez plus que les notes. Vous voyez plus votre enfant. Est-ce que vous pouvez lui parler de ses notes, pas que de ça, mais sans le confondre avec? Et ça prend soin de la relation. Parce que le plus important, c'est la relation. Les résultats, c'est après. Le plus important, c'est toujours la relation. Comment ça résonne en vous, là, tout ça? Comment vous êtes avec cette petite... voilà, ces deux petits exemples que j'ai pris. Distinction sentiment-relation, distinction enfant-comportement, par exemple. On a vu la relation. Voilà, je vous ai donné un petit échantillon. Ça veut dire aussi qu'on arrête de se dire, qu'on arrête de culpabiliser l'autre, qu'on arrête de parler sur l'autre et qu'on va apprendre, hein, ça se décline de plein de façons, mais on va apprendre à parler à son bout de la relation plutôt qu'au bout de l'autre. Donc arrêtez de dire tu es comme ci, tu es comme ça, tu fais jamais ci, tu fais jamais ça, mais plutôt de dire voilà ce que je ressens à mon bout par rapport à ce qui se passe chez toi. Ça change tout. Ça change tout. Voilà, donc quand on montre ce qui se joue, la personne, elle voit. Et ça, vous pouvez le voir que si vous avez expérimenté vous-même ça, mais en fait, ça fait des prises de conscience profondes. Souvent, la personne, elle regarde la visualisation et il y a quelque chose qui change dans son regard parce que c'est en train de s'intégrer en elle. C'est vraiment puissant. Elle voit, elle comprend, elle ressent. Et donc là, du coup, le changement devient possible. Il y a un avant et un après. Donc la personne, elle repart pas dans son mental. Ça coupe vraiment le mental. Oui, mais non. Voilà, on a vu. On a vu avec les objets. Donc ça, c'est des exemples de visualisation. Donc je montre quelque chose pour clarifier la situation et puis conscientiser et donc mettre en place des changements. Je voudrais vous donner maintenant un autre exemple. Donc là maintenant, plutôt de symbolisation. Donc la symbolisation, c'est pas pareil. Là, en symbolisation, c'est plutôt pour réparer, déposer symboliquement, restituer symboliquement, soigner symboliquement. C'est-à-dire là, on est dans quelque chose qui vient réparer, qui vient guérir, qui n'est pas juste de montrer. Donc on va utiliser des objets aussi, mais cette fois, à visée symbolique. On va donner à cet objet un rôle particulier, un sens particulier. C'est pas magique, hein, c'est parce que ça s'adresse aussi à notre inconscient. Donc, par exemple, alors je vais prendre un exemple là d'un travail thérapeutique que j'ai fait avec une personne que j'accompagne, une ado qui avait subi des violences sexuelles, et je lui avais proposé, donc en méthode ESPER, il y a une démarche qui s'appelle la restitution symbolique. Donc, quand dans la relation, hop, alors on va prendre, qu'est-ce que je vais prendre? On va changer un petit peu les objets. On va dire, voilà, elle c'est l'adolescente, ok, et il y avait, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Hop. Non, on va prendre autre chose, on va prendre, elle c'est l'ado, et ça, c'est un autre jeune qui l'a agressé.
Donc, il a déposé sur elle des violences. Ok, violences sexuelles. Hop. Donc, les violences, elles viennent de cet homme-là, de ce jeune homme. Hop, c'est arrivé sur elle, d'accord? Elle a subi des violences. Et alors, ce qui se passe, et souvent on a ça avec les violences sexuelles, c'est que souvent la personne, elle se sent complètement honteuse, coupable, sale, salie par ce qui s'est passé. Elle n'est pourtant pas responsable de ce qu'elle a vécu, mais le fait que ces violences-là aient été déposées sur elle, elle se sent très très mal. Donc, je lui ai proposé, c'est ce qu'on propose dans la démarche de restitution symbolique, déjà de symboliser les violences qu'elle a reçues, de symboliser du coup ça. Donc, ça, c'est un petit peu, comment dire, là, on fait vraiment appel à l'inconscient parce que la personne, elle va le faire. Donc là, c'est pas un objet qu'elle prend dans mon cabinet, c'est un objet qu'elle va soit trouver chez elle, soit trouver dans la nature, une grosse pierre, ou alors c'est quelque chose qu'elle va fabriquer elle-même. Donc elle, je sais plus ce qu'elle avait fait exactement, mais elle avait fabriqué quelque chose avec des espèces de fils, enfin, elle avait fabriqué quelque chose. Et ça, vous voyez, c'est thérapeutique. Quand la personne, elle le fait en conscience, bien sûr. Il ne faut pas qu'elle bâcle le truc, qu'elle prend le temps. Et elle m'a dit à quel point, rien que ça avait été libérateur pour elle parce que elle a sorti cette violence qui ne lui appartient pas, elle l'a sortie d'elle. Donc, elle est plus sale. Il n'y a plus ce sentiment de honte, d'être salie, de culpabilité parce que, en fait, ça lui appartient pas. Il y a quelqu'un, pour des raisons qui lui appartiennent, il a déposé ça sur elle. Elle est en train de le sortir d'elle. Rien que ça, c'est hyper puissant. Donc, symboliser, c'est vraiment passer à l'action dans la réalité, mais de façon symbolique, et faire une démarche concrète pour ça. Donc, alors, la deuxième étape de ça, normalement, c'est donc ça déjà c'est une grosse partie du travail et après c'est de rendre à la personne symboliquement. Alors là il y a tout ça se décline de différentes manières selon si la personne elle est prête ou pas à rendre à la personne. Sinon on fait un peu autrement. Mais en tout cas voilà, c'est ça l'idée de la démarche et c'est hyper puissant, d'accord? Donc on sort vraiment de l'idée qu'il y a juste à parler des choses pour que ça s'arrange. On sait très bien qu'il ne suffit pas de dire les choses pour aller mieux. On peut aller mieux, un peu, c'est vrai, mais souvent il reste quelque chose. Et donc les démarches symboliques nous aident à complètement libérer ça. Est-ce que ça va? Dites-moi, êtes-vous toujours là? Êtes-vous toujours avec moi? Est-ce que ça vous parle? Ah, cool. Oui, super. Merci. Donc voilà, donc là c'est un exemple que j'ai pris sur des violences reçues. C'est hyper puissant. Mais on peut aussi, donc ça, parce que généralement il y a deux raisons pour lesquelles les gens vont mal par rapport à leurs relations passées. Soit ils ont reçu des violences, des choses qui n'auraient pas dû arriver et qui les a impactés. Okay. Soit au contraire, ils n'ont pas reçu quelque chose qu'ils auraient dû recevoir. Par exemple, j'ai manqué de soins, d'attention de mes parents. D'accord? J'aurais aimé passer plus de temps avec mon père, à jouer, etc. Bon. Ça, c'est pareil. Dans le présent, c'est bloqué, c'est terminé, ça. Mais pourtant, je continue à en souffrir. Et du coup, je projette ça dans mes relations amoureuses. Comment je fais? Eh bien, symboliquement, on peut aller s'occuper de la petite fille, celle qui avait besoin d'un papa, qui jouait avec elle, qui lui portait de l'attention, qui s'occupait d'elle. Et donc là, il y a aussi des démarches. Alors, il y a différents types de démarches. On peut prendre un récipient qu'on remplit avec plein de choses. On peut prendre une poupée. Enfin, il y a différentes façons, mais c'est pareil, c'est très concret et ça responsabilise la personne. Elle s'occupe de cette partie d'elle qui a été blessée et dont on ne s'est pas occupé. Elle va s'en occuper ça. Elle va s'en occuper par elle-même. Avec notre aide, bien sûr, puisqu'on va lui donner ces démarches à faire. Ça va? Donc, vous voyez, c'est bien plus qu'une pédagogie de la communication et de la relation. On va très loin. On va penser, P-A-N-S-E-R, on va penser les relations aussi significatives de notre vie dans notre histoire. Ça change tout. Ça change tout. Et donc, je peux vous témoigner, puisque moi, bien sûr, j'accompagne les personnes à faire ces démarches symboliques, mais évidemment, je les ai faites aussi pour moi, bien évidemment. Et je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait tout ce chemin-là avec des démarches symboliques et je continue à en faire. D'ailleurs, moi, j'ai ma petite fille intérieure, je l'ai toujours et je continue à m'en occuper quand c'est nécessaire. Ok.
Donc, ce dont je voudrais vous témoigner aussi, c'est que les accompagnements en méthode Esper, moi, mes accompagnements, ils me régénèrent. Ce que je préfère, c'est faire des stages en méthode Esper, ça c'est le top du top, les formations en méthode Esper et les entretiens avec la méthode Esper, parce que en fait, ça régénère. Parce que tout de suite, rapidement, la personne, elle va mieux. On n'a pas besoin de la porter. Elle est responsable de ce qu'elle fait, de ce qui lui est arrivé grâce à toutes les démarches qu'on lui propose. Et donc, on ne part pas non plus pour 10 ans de thérapie ou d'accompagnement. Ok, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Donc, travail profond, puissant, mais pas épuisant. Et ça, c'est hyper important. Alors, Rachel, tu demandes, est-ce qu'une seule démarche de symbolisation suffit ou les personnes ont besoin de refaire pour consolider les bienfaits? Alors, non, une seule démarche. Normalement, on n'a pas besoin de répéter. On n'a pas besoin de répéter la démarche de symbolisation, mais parfois, on s'est occupé, ça arrive quand même assez souvent, petit à petit, on affine. C'est que je prends un exemple de restitution. Peut-être que j'ai restitué certaines choses, par exemple mes parents, mais j'ai pas tout restitué. Peut-être qu'après, je me suis souvenu d'autres choses, donc je peux faire en plusieurs étapes. Mais une chose, un acte, si vous l'avez bien fait la démarche de restitution, normalement, il n'y a pas besoin de la refaire. Donc, Salomé, tu dis, c'est hyper important de ne pas brûler les étapes pour soi afin d'être bien là pour les autres. Ouais, exactement. Exactement. Ok. Alors, qu'est-ce que ça changerait, dites-moi, pour vous, dans votre pratique, si vous mettiez en place de la méthode Esper comme ça? Julie, est-ce que durant la formation, il y a de la pratique? J'y viens, mais il n'y a que ça. C'est pas, est-ce qu'il y en a, c'est que on fait que ça, de la pratique. Ouais. Ouais. On intègre par la pratique. C'est hyper vivant, mais j'y viens après. Ok. Qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous mettiez en place ce genre d'outils dans vos accompagnements? Dites-moi. Est-ce que la formation Esper est la même quand on prend ta formation coach parental? Alors, ça, c'est une question importante. Donc, non, c'est pas exactement la même. J'y viens après, Julie. Je vais d'abord prendre du coup la réponse à cette question. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Amandine, tu te sentirais plus sereine, moins hyper vigilante émotionnellement. Ouais. Ouais. Rachel, ça permet d'être acteur de sa vie. Exactement. Donc, en fait, moi, c'est des séances qui me ressourcent, en fait. Quand je suis dans la méthode Esper, je me sens exactement à ma place. Dans ma vie, si je suis connectée à mes outils, il n'y a rien qui peut m'arriver. Enfin, c'est pas il n'y a rien qui peut m'arriver, mais c'est que il y aura toujours, je pourrai toujours mettre en place quelque chose avec la méthode, même au niveau symbolique, pour aller mieux. Alors, la méthode Esper, tu te demandes, Julie, est-ce qu'elle est utile pour tous les adultes et enfants et familles? Oui, franchement, tout public et professionnel aussi. Oui. Ouais, ouais. Astrid, je ne pratique pas encore, mais j'ai été suivie par une psy avec cette méthode et ça m'a fait énormément de bien, même si je me rends compte aujourd'hui que c'était cette méthode. D'accord. Ok, tu ne savais pas que c'était la méthode Esper, mais tu vois, il n'y a pas de hasard. C'est marrant. Mm. Alors, Atoun, oui, toi, tu peux témoigner parce que toi, tu la pratiques déjà, puisque tu as fait la formation coach parental avec moi et en plus, tu as fait des stages avec moi en présentiel. Donc, la pratique, tant les visualisations que les démarches du peu déjà que j'ai appris m'ont permis de complètement me démarquer en tant que thérapeute par rapport aux autres. Les témoignages et les bouches à oreille sont forts et surtout la rapidité des déblocages. Ouais, bah, bravo à toi, hein, à Toon aussi, hein, parce que tu as mis en place. Hein. Ouais, bravo. Merci à toi. Ouais. Ok. Donc oui, c'est puissant comme développement. Et franchement, c'est des accompagnements où on est hyper serein. Faut-il beaucoup de personnes, beaucoup de séances avec la méthode Esper pour que la personne aille mieux? Bah, ça dépend en fait, ça dépend de la problématique. Ça tout. Ça dépend de la problématique. Hmm. Ça dépend. Je peux pas te dire, ça peut être, ouais, tout dépend du sujet, tout dépend de la problématique, tout dépend aussi de l'état psychique de la personne, hein. Ok.
Ok, je ne dis pas non plus que ça résout tout, attention. Hein. Ok. Ça dépend, souvent elle revient pour débloquer d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, la méthode ESPER, c'est un outil qu'on peut suivre finalement toute sa vie. Il y a des personnes aussi qui viennent ponctuellement quand elles ont une difficulté. Hop, petit dépannage relationnel, j'appelle ça. Ok. Alors, du coup, je vais répondre à Julie. Donc, est-ce que la méthode ESPER et la formation ESPER est la même quand on prend la formation de coach parental? Alors, donc, pour les personnes qui me connaissent, je fais, en fait, il y a 2 formations que je propose. Actuellement, c'est pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, vous m'avez déjà vu certainement, parce que j'ai fait un challenge il n'y a pas longtemps, sur la formation de coach parental. Donc là, je forme des coachs parentaux. C'est une formation qui est en ligne uniquement. Je vous forme de A à Z au métier de coach parental, mais c'est pour accompagner les parents. Et dans cette formation, il y a 2 modules sur la méthode ESPER, appliquée à la parentalité seulement, pas appliquée au reste, hein, puisque la méthode ESPER, il y a le couple, il y a la parentalité, il y a les mots du corps aussi, il y a les relations professionnelles et là, il y a la relation à soi. Il y a tous ces champs-là. Dans la formation de coach parental, je vous forme à plein de choses, dont la méthode ESPER, appliquée à la parentalité. Et c'est en ligne. Donc, ça vous donne des bases. Vous pouvez utiliser les objets là, comme j'ai montré, avec les parents. Ça, tout à fait, c'est dans la formation de coach parental. Maintenant, la formation que je vais vous proposer maintenant est une autre formation qui est en présentiel. Donc, je vous la présente maintenant. Donc, c'est une formation en présentiel. Franchement, la méthode ESPER, on peut l'apprendre un peu en ligne comme je le fais dans la formation de coach parental, mais si vous voulez vraiment intégrer cet outil à votre pratique, ces outils à votre pratique, et là, vous avez juste eu un échantillon, imaginez ce que vous apprendriez sur 12 journées. Donc, c'est beaucoup plus puissant en live, en présentiel. Donc là, c'est en présentiel et c'est à Château-Thierry. C'est 6 week-ends de 2 jours, de janvier à juin 2026. Ce n'est que de la pratique. En fait, la théorie en méthode ESPER, ça existe quasiment pas. C'est tout concept et tout de suite intégré, visualisé, montré avec des outils. Donc, tout est dans la pratique. Et donc, c'est une formation dans laquelle vous n'allez pas être assis à m'écouter. Celles qui ont déjà fait, Atoun, tu peux témoigner, on est dedans en fait. Hein, on travaille sur soi. D'accord? On travaille sur soi, on travaille aussi sur les accompagnements qu'on propose aux autres, mais on travaille sur soi profondément. Donc, 6 week-ends, les dates sont déjà posées, donc vous les recevrez, hein, vous recevrez tout le dossier, mais je voulais quand même vous montrer le programme. Donc, je l'ai appelé artiste du lien, parce que pour moi, quand on œuvre avec la méthode ESPER, c'est vraiment, on œuvre, quoi. On est artiste, hein. C'est vraiment, ça demande beaucoup de créativité et on fait appel à la créativité de l'autre. Voilà, pour moi, je dis que nous sommes des artistes du lien. Donc, module 1, on pose les fondations de la méthode ESPER. Donc, c'est bien si vous avez déjà un peu une initiation à la méthode ESPER. Donc là, aujourd'hui, je vous ai fait découvrir un petit peu. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a des personnes qui me connaissent déjà, qui ont fait la formation de coach parental ou qui sont venues en stage. Donc, voilà, c'est bien si vous avez déjà un peu goûté pour savoir quand même de quoi on va parler. Donc, module 1, le premier week-end, c'est vraiment les fondations. On va découvrir les principes de base de la pédagogie relationnelle. On va identifier les pollutions relationnelles, ce qu'on appelle le système SAP. D'accord? Le système SAP, c'est tout le système d'incommunication à base d'accusations, de dévalorisation, d'injonctions que nous pratiquons tous. Donc, on apprend à le repérer pour ne plus le pratiquer. Et on expérimente déjà, on est déjà dans la pratique, on expérimente la visualisation externe pour clarifier des situations relationnelles. Donc, vous allez travailler sur vos situations. Vous faites le point sur votre pratique personnelle. On va un peu évaluer où vous en êtes, vous, dans votre pratique. Et vous allez déjà commencer à travailler sur votre posture d'accompagnement. Deuxième week-end, on est dans la pratique de la méthode ESPER avec la visualisation. Là, on va vraiment approfondir l'usage de la visualisation externe avec des objets et avec des personnes aussi. On va le pratiquer avec des personnes et avec les objets, les deux. On va voir comment aider les personnes à passer de la confusion à la clarté avec l'écoute active et pas se laisser embarquer par le mental, tout de suite passer à la visualisation avec les objets. Et donc, dans le module 2, on va voir comment accompagner les problématiques conjugales avec la méthode ESPER. Ça, on ne l'aborde pas dans la formation de coach parental. Hein. Là, on est dans le conjugal. Donc, il y a des outils, il y a des concepts très, très utiles pour traiter
les problématiques conjugales. Donc, ça peut être pour des personnes qui viennent vous voir et qui vous racontent leurs problèmes de couple. Et ça peut être aussi pour accompagner des couples. Avec ça, vous pouvez faire de la thérapie de couple, par exemple. Voilà. Donc, je vais aussi vous superviser. Donc, je vais vous dès le deuxième module, vous allez déjà vous faire travailler aussi les uns les autres et on va sous ma supervision avec mes retours et les retours du groupe. En module 3, on va faire un focus sur les démarches symboliques. Alors, on les aura peut-être déjà commencé avant, mais là, vraiment focus. Comprendre comment ça marche, la puissance des démarches symboliques, expérimenter les démarches, réparation, libération, restitution, mise en pratique avec les situations que vous vivez. Et vous allez, dans ce module-là, aussi revisiter vos propres blessures relationnelles et faire le point sur les démarches symboliques que vous avez peut-être encore à mettre en place. Et dans ce module 3, on va aborder plus spécifiquement les problématiques parentales. On va voir ou revoir les concepts liés à la parentalité dans la méthode ESPER. Module 4, on va voir la deuxième partie des démarches symboliques. Donc là, on va approfondir la créativité, l'adaptation des démarches symboliques aux personnes accompagnées parce que des fois, on propose une démarche, mais finalement, la personne, elle veut faire autrement. Donc, comment on travaille ça, on intègre ça tout en étant respectueux de la personne et de la méthode. Alors, explorer comment aider les clients ou les patients, selon comment vous les appelez, à redevenir acteurs de leur changement. Intégrer l'art du timing et du cadre sécurisant. Donc là, ça va vraiment toucher à votre cadre, au cadre de vos entretiens. Votre temps d'intégration à vous aussi, symboliser votre propre chemin de transformation. Et puis, on va faire un focus. Donc ça, c'est aussi un petit peu sur les apports théoriques, les problématiques professionnelles avec la méthode ESPER. En méthode ESPER, on peut aussi accompagner des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont du mal à se positionner à leur travail ou des gens qui managent et qui savent pas comment justement encadrer les personnes avec bienveillance. Donc, il y a tout un volet aussi de la méthode ESPER sur les relations professionnelles qu'on va aborder à ce moment-là. Je vois que vous avez des questions, je vais les prendre après, vous inquiétez pas. Module 5, la posture d'accompagnant relationnel. Donc ça, c'est le 5e week-end. Donc, on va revoir les schémas relationnels de l'accompagnant, donc tout ce qui est résistance, blocage, transfert, projection. Affiner votre posture, présence, clarté, congruence. Alors ça va se faire aussi parce que je vais vous voir travailler. Vous allez vous faire travailler entre vous, je vais vous voir travailler, on va vous faire des feedbacks. Pratiquer l'écoute active et le langage clair, selon la méthode ESPER. Je vais vous superviser sur des cas réels que vous avez eus. Et puis, on fera un focus théorique sur les somatisations mots du corps avec la méthode ESPER. Donc, vous voyez, dans les apports théoriques, dans les contenus spécifiques, il y a des contenus qui sont valables pour toutes les relations et il y a des contenus spécifiques, relations de couple, relations parents-enfants, relations professionnelles, mots du corps. OK. Et puis, le dernier module, donc au mois de juin, intégration et créativité. Là, on va relier tous les outils pour que vous puissiez bien les intégrer complètement. Visualisation externe, démarche symbolique, posture, voir comment les articuler selon les situations, puisque chacune, vous avez un métier différent. Donc, comment intégrer ça dans votre pratique professionnelle à vous et créer vos propres visualisations et démarches symboliques inspirées. Et puis, petit point sur comment accompagner sans vous épuiser. Très important. Même si avec la méthode ESPER, tout est plus léger, je trouve, quand même. Et puis, clôture de la formation. Voilà le programme, d'accord? Sachant que, comme toujours, c'est des formations qui sont vivantes, donc il peut y avoir des petits ajustements toujours entre-temps, mais c'était histoire que vous voyez quand même le contenu qu'on va balayer sur 12 journées. Donc, entre les modules, donc c'est un module par mois, un week-end par mois, mais entre les modules, je vous permets d'échanger et de pratiquer dans un groupe Facebook privé. Voilà, comme ça, on partage ensemble, vous posez vos questions, ça nourrit l'intégration. Vous allez voir, en 6 mois, vous allez cheminer tant personnellement que professionnellement, ça va être énorme. Voilà. Et vous pourrez aussi vous faire des binômes de pratique si vous voulez vous entraîner entre les sessions. Voilà. Voilà, je limite le groupe à 12 participants maximum, 12 c'est vraiment un max, je pense que ce sera un peu moins, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire qu'on est quand même, vous êtes accompagné personnellement. Alors, plusieurs questions. Amandine, tu demandes la formation coach parental nous permet d'exercer à notre compte tout de même. Ah bah bien sûr, là tu parles, Amandine, de la formation de coach parental en ligne, pas de celle-là.
Elle vous permet d'être à votre compte, bien sûr, tout à fait. C'est deux choses différentes. Hein. Ouais. La formation de coach parental, vous pouvez vous installer à votre compte en tant que coach parental, il n'y a pas de souci. Là, c'est une formation méthode expert pour intégrer la méthode expert à votre pratique. Donc, vous pouvez la faire si vous avez déjà fait la formation de coach parental, puisqu'on va aller beaucoup plus loin pour accompagner d'autres personnes que juste des parents. D'accord? Et vous pouvez aussi faire la formation expert, même si vous n'avez pas fait la formation de coach parental, mais que vous êtes psy, coach, thérapeute, sophrologue, que sais-je encore, et que vous avez envie d'intégrer la méthode expert à votre pratique. Astrid, peut-on suivre cette formation sans pratiquer? Non. Sans pratiquer, non. La formation est une intégration personnelle des outils pour pouvoir transmettre. Il n'y a pas de… Alors, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire. Ah, ou est-ce que tu veux dire sans pratiquer après, Astrid? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Ouais, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ta question. Les sessions sont des sessions très pratiques. Maintenant, est-ce que sans pratiquer pour le moment, dans ton métier, tu veux dire? Si c'est ça, si c'est sans pratique, oui, tu peux dans l'absolu. Bah, à la base, moi, j'espère que vous en ferez quelque chose dans votre pratique professionnelle parce que la méthode expert est peu répandue, elle est peu connue et c'est tellement puissant que moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait plus de gens qui la pratiquent. Voilà. Donc, mais effectivement, il y a pas nécessité comment dire, si finalement, bah, tu la gardes pour toi et ton cheminement personnel, bah, oui, parce que pour le moment, tu n'es pas coach. Ouais, ok. Mais donc, oui, dans l'absolu, tu peux mettre cette corde-là à ton arc et puis après te former à autre chose, c'est possible. Ouais. Alors, Julie, oui, financement. Ah oui, je vais parler du financement. Mais elle n'est pas finançable via le CPF ou l'OPCO. Non. Isabelle, tu dis on peut déjà la pratiquer dans sa vie personnelle. Exactement, tout à fait. Est-ce qu'on peut prendre, Salomé, juste quelques modules? Alors là, clairement, non. C'est une formation indissociable. Il y a tout un cheminement et chaque module est indispensable. Donc non, c'est pas sécable. Donc, les possibilités de paiement de cette formation. Vous pouvez payer. Donc, il y a un tarif réduit pour les personnes qui vont s'engager. Ça démarre en janvier. Donc là, les inscriptions sont lancées. J'ai déjà 2 personnes inscrites. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir un tarif réduit 6 fois 250 € si vous inscrivez avant le 30 novembre 2025. D'accord. Et sinon, bah, ce sera 6 fois 300 € après le 30 novembre 2025. Vous pouvez payer en une fois si vous préférez, mais moi, je vous permets de payer au fur et à mesure de la formation. Comme ça, vous payez finalement, chaque mois, chaque week-end. Ok. Voilà pour le tarif, mais donc il n'y a pas de financement malheureusement CPF ou OPCO, donc moi je vous permets cette facilité de paiement là. Atoun, tu nous dis, pour être étudiante en psychanalyste, je préfère de loin cette méthode d'accompagnement. Je comprends, parce qu'elle est beaucoup plus claire et permet aux patientes de comprendre le lien plus rapidement. Ouais. Et le déblocage est bien plus rapide, donc économique pour le patient, vraiment sans regret. Ouais. C'est la raison pour laquelle je veux faire la formation. Mais avec joie, Atoun, je t'attends, avec grande joie. Ouais. Merci à toi. Ouais. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions, quelle que soit la question, sur le contenu, sur le prix, sur ce que vous voulez? Moi, je suis à votre écoute. Voilà, les inscriptions, je les ai lancées là. Voilà, vous avez encore un peu de temps si vous voulez pour vous décider. Après, voilà, je n'irai pas au-delà de 12, ça c'est clair et net. Mais voilà. Donc si à tout tu viens, ça fait 3. Je pense que du coup, il y a au moins, je pense qu'il y a au moins 4 là, inscriptions. Oui, c'est du présentiel. Quel est le lieu? Oui, merci Carole. Je ne donne pas toutes les infos. C'est à Château-Thierry. Château-Thierry, dans l'Aisne. l'Aisne. Alors, à côté, alors entre Paris et Reims, à l'est de Paris. C'est 1 heure de train depuis Paris. Voilà, en TER. Pour les horaires, me consulter, pas de problème. Voilà. Aussi, ce qu'on fait quand je fais des stages comme ça, souvent, l'avantage de Château-Thierry, parce que des fois les gens râlent, c'est en province, tout ça, mais l'avantage, c'est quand même que vous pouvez être hébergé de façon pas trop chère. Donc, c'est quand même intéressant. Et souvent, les personnes, elles prennent aussi des appartements ensemble, des Airbnb. Donc, c'est super sympa. C'est aussi une super expérience humaine. Ok, Françoise, oui, belle journée à toi.
Avec joie. Isabelle, oui, c'est à mon cabinet, mon nouveau cabinet. J'ai un nouveau cabinet en plus. Bon, je suis en train de faire la déco, mais il est terminé. Donc, j'ai un nouveau cabinet depuis la semaine dernière. Je suis trop contente. C'est un bel espace. C'est plus grand que ce que j'avais avant. Donc, normalement, la formation, elle va être dans ce lieu. Par contre, si on est 12, 13 avec moi, bah, peut-être ce sera dans un autre lieu, je verrai. Mais voilà, si on est un petit groupe, ce sera à mon cabinet. Ouais. C'est loin de la gare, c'est 20 minutes à pied de la gare. Et sinon, il y a un bus. Les horaires de la formation, Julie, toutes les infos. Les horaires, je ne les ai pas mis encore. Mais généralement, je vais te dire, généralement, je commence le samedi vers 9h30, 10h pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir permettre aux gens d'arriver. Et le dimanche, on commence un peu plus tôt. Voilà. Voilà. Et le soir, bah, c'est 17h30 ou 18h selon à quelle heure. En gros, ça doit être 10-18 le premier jour, 9-17 le deuxième jour, un truc comme ça. Voilà. Tu regardes les horaires du train en même temps. T'inquiète pas, c'est faisable. T'es où? Tu habites où, Julie? Mais de Paris, c'est largement faisable. On peut faire l'aller-retour dans la journée. Si vous êtes sur Paris, région parisienne, vous faites l'aller-retour dans la journée. Moi, je vais souvent travailler, faire des formations à Paris. Alors, Astrid, oula, il y a des questions que je n'ai pas prises. Vous proposez cette formation chaque année, car cette année, je vais faire la formation de coach parental et après, j'aimerais compléter ma formation. Oui, je pense que je vais la reproposer. Tu vois, ce sera peut-être pas exactement sous cette forme, je verrai, mais oui, je la reproposerai. En tout cas, c'est ce que je préfère faire, la méthode Esper. Donc, soyez sûr que je vais proposer des stages, des formations, pas de souci. Ok, oui, tu peux pas tout faire en même temps non plus, Astrid. Oui, je comprends. C'est sûr. Et des fois, il faut faire un choix. Ouais. Ah ouais. Julie, tu es dans le 28 à côté de Rambouillet. D'accord. Ouais. Bah donc ouais, il faut que tu regardes. C'est peut-être gérable. Je te dis, après moi, je m'adapte aussi à vous. Donc si je te dis, on peut commencer le samedi genre à 10h, comme ça après, on est voilà, ça laisse le temps d'arriver. Et puis on peut dormir sur place éventuellement. Vous pouvez vous prendre un Airbnb à plusieurs. Bon bref, on se débrouille hein, après. Okay. Est-ce qu'on peut faire la formation de coach parental en même temps? Bah, si vous vous sentez, pourquoi pas. Après, ça va dans le même sens, hein, mais ouais, bah, les deux démarrent en janvier, donc ça va. Voilà. Après, alors la formation de coach parental en ligne. Hop, je repasse à ce sujet-là. Il y a du travail à faire entre les sessions qui sont en visio. Donc, alors que la méthode Esper formation présentielle, il va y avoir peu de travail. Je ne vais pas vous donner du travail entre les sessions. On va travailler essentiellement en présentiel. Donc, il n'y a pas de devoir entre chaque week-end. Non. Non, il n'y a pas de devoir entre chaque week-end. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une intégration beaucoup plus profonde dans qui vous êtes. Donc, en fait, vous allez continuer à travailler dans vos interactions relationnelles dans votre vie. Ok, Carole, merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, il y a Salomé qui est en train d'écrire. Voilà, cette masterclass, de toute façon, elle sera en replay, vous pourrez la regarder à nouveau. Quoi qu'il en soit, bah, en tout cas, moi, je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin. Je sais à quel point c'est transformateur pour soi et pour les gens qu'on accompagne. Et puis, bah, si vous ne me rejoignez pas dans la formation, aucun souci aussi. J'espère en tout cas que je vous ai donné l'envie d'approfondir cette approche. Pas tout. Ok, merci pour ce moment, c'était très intéressant. Avec joie. Merci Astrid aussi. Salomé, tu penses qu'il faut du temps pour intégrer les modules ou il serait possible de faire 12 jours consécutifs? Ah non, des jours consécutifs. Non, j'ai pas compris. De faire jours consécutifs, un jour dans le sud de la France. Ah, vous êtes plusieurs à vouloir que je vienne dans le sud. Bah, on peut pas faire 12 jours d'affilée. Je pars pas 12 jours de chez moi. Non, non. Après, on peut faire 3 jours, 4 jours, ça peut. Ça peut. Mais oui, vous êtes plusieurs à me réclamer mais il faudrait s'organiser ça. Organiser que je vienne dans le sud faire une session. Ouais.
Mais venez à Château-Thierry aussi, c'est bien. Les filles du Sud, elles sont venues pour le séminaire, là. C'était cool. Le terme de congruence. Oui, la congruence, en fait, c'est le fait d'être aligné et authentique entre ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce qu'on fait. Ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce qu'on fait. D'accord? C'est une sorte d'alignement complet de notre être en congruence. Donc, être congruent, là, comment je l'ai utilisé aujourd'hui, c'était pour vous dire, c'est important d'être congruent entre des messages qu'on fait passer, la façon dont on accompagne les gens et ce qu'on pratique nous. Important, ça. C'est pour ça qu'en fait, ça passe par l'expérimentation personnelle. Et c'est pas juste des concepts, voilà, de fais ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, après, personne n'est parfait, hein, évidemment, mais voilà, c'est d'être sur ce chemin-là, en tout cas, de la congruence. En Bretagne aussi, ce serait bien, Emmanuel. Oui, avec choix, j'aime bien la Bretagne en plus. Euh, Mais vous savez, j'ai un cabinet maintenant, c'est aussi pour y être. D'accord? Donc venez aussi à mon nouveau cabinet. Ce sera avec joie de vous accueillir et de vous faire visiter Château-Thierry, ville natale de Jean de La Fontaine. Voilà. J'essaye comme je peux de vendre ma ville, mais c'est très sympa Château-Thierry quand même. Bon, mais blague à part, oui, si vous réunissez un groupe, on peut voir. Rien à voir. Astrid, par rapport à une de vos vidéos, je ne trouve pas la checklist des compétences. Ok, oui, je vois de quoi tu parles, Astrid. Je vais t'envoyer ça. Ça marche. Et pour la démarche à suivre pour la formation coach parental, je t'envoie un mail, Astrid, avec la checklist et le dossier. Ok. Et Isabelle, mais bien sûr, Isabelle dit, je vous fais une visite guidée de Château-Thierry. Oui, parce que Isabelle est guide à Château-Thierry. Merci Isabelle, avec joie. Merci. Ok, super, merci beaucoup. Merci à Toun. Avec joie, merci d'avoir été là. Emmanuel, merci. Ok, ça donne envie. Écoute, tant mieux. Au plaisir, au plaisir. Merci à chacune d'avoir pris de votre temps pour être là. Et c'était intéressant. Je suis ravie. À bientôt. À bientôt. Puis vous recevez toutes les infos par mail et je suis disponible si vous avez des questions qui arrivent après. Voilà, plein de bons à vous et bonne journée fériée. Ciao.